Et bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir Séraphine. Qui a bugué visiblement? Non, c'est bon. J'ai bugué, mais je suis là. Je suis là. Je m'accroche. Je suis là. Tout va bien, mais en tout cas, ravi de vous retrouver. Donc, on l'a vu pour ce live numéro 15 où on lance ce mois, le mois rédactive chez chers amis. Donc, vraiment ravi de vous retrouver tous. Je vois que Maëlys Père est là, directrice de publication des éditions rédactives. Donc, merci à vous d'être là. Christine Faure, Elisabeth, Laurent Alain, Isa de Mars. Voilà, ils sont tous présents ce soir pour l'ouverture de ce mois rédactive en compagnie de David Varnery qui va venir, chère Sonia, nous présenter son livre La Balanguera. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? C'est un voyage dans le temps. Eh ben écoute, voilà, au moins c'est dit, c'est propre. Et nous aurons bien évidemment l'extrait de Marie qui suivra aussi dans quelques instants, dont on excuse de Marie ce soir qui ne peut pas être avec nous. On vient de l'apprendre, mais voilà, on pense fort à elle, on lui fait des gros bisous et elle sera bien entendu avec nous lors de la prochaine. Nous aurons bien évidemment le rendez-vous de Séraphine Matin, le portrait de Séraphine. Chère Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur David qu'on va découvrir ce soir? David, forcément, écrivain de rédactive, donc difficile d'être totalement objective sur sa plume, mais je sais que c'est grâce à lui et à Elisabeth, ils sont deux, à avoir créé une nouvelle série dans le catalogue, une nouvelle couleur des romans historiques qui est à la base quelque chose dont Maëlys n'était absolument pas fan, mais grâce à leur plume et à leur talent, elle a décidé d'offrir cette catégorie. Donc, merci David et à tout à l'heure. Eh ben écoute, nous t'écouterons dans quelques instants. En tout cas, on le rappelle que c'est le mois Rédactive, une maison d'édition qui met du cœur à l'ouvrage basée sur Rousset. Et encore une fois, on remercie Maëlys Père qui, grâce à elle, on va découvrir de belles plumes sur l'ensemble de ce mois. Et je vous annonce, mes chers amis, voilà, posez vos questions, n'hésitez pas, c'est le but du jeu de cette émission et on reçoit tout de suite notre premier invité. Bonsoir David. Bonsoir Florian. Merci à toi d'être avec nous ce soir, on l'a dit, donc pour lancer ce mois spécial rédactive, mais surtout pour nous présenter donc ce nouveau livre, La Balanguera, on l'a dit, aux éditions rédactives. Donc encore une fois, merci à toi d'être avec nous. Tu connais le principe de l'émission, les personnes vont te poser des questions, le but du jeu c'est d'y répondre, mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous présenter, nous dire qui est David Varnery? Oula, je pensais que c'était Séraphine qui allait s'en charger, parce que je suis pas sûr de me connaître aussi bien qu'elle ne me connaît. Non, je plaisante. Que dire de moi? Écoute, j'ai un métier, je suis enseignant, je suis professeur au lycée, je suis professeur de philo, mais depuis très longtemps déjà, depuis ma prime jeunesse, j'allais dire, j'ai le rêve plus ou moins secret d'écrire. Et je l'ai enfin réalisé il y a quelques années. Donc, je me présente en fait comme auteur également. Voilà, je suis un auteur et je pense qu'à travers ce que j'aurai à dire sur le livre, bah, vous découvrirez un petit peu ce qui m'intéresse, ce qui m'a conduit à prendre la plume. Et en tout cas, c'est un réel plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Beaucoup de gens présents ce soir, donc encore une fois, merci à tous. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'es lancé dans l'écriture, comment David Varnery s'est dit, bah tiens, je vais écrire un livre? Alors, je le disais à l'instant, là, depuis très longtemps, je caresse l'idée d'écrire. En fait, depuis mon adolescence. Je ne m'y suis pas vraiment mis avant de dépasser la vingtaine, même plutôt 25-26 ans. J'avais le sentiment, en réalité, depuis l'adolescence, d'avoir des histoires très, très fortes à raconter. C'est lié à mon enfance, qui s'est en partie passée en Afrique. Et j'ai eu l'impression, je disais tout à l'heure, dès l'adolescence, d'avoir vécu des choses assez fortes, assez particulières, qui me singularisaient, en fait. J'ai l'impression d'ailleurs, avec ma découverte de la littérature plus tard, d'avoir souvent eu ce sentiment chez des auteurs qui avaient une histoire que je qualifierais de forte ou singulière à raconter. C'est peut-être ça qui les avait conduits à prendre la plume. Et dans mon cas, c'est quelque chose donc, qui m'a très vite obsédé, je dirais. Et puis, je m'y suis mis une première fois
à Majorque. D'ailleurs, il va être question de Majorque. D'une certaine manière, le récit que je fais à certains moments renvoie à des éléments biographiques. Je m'y suis mis donc à Majorque, j'avais dépassé la vingtaine. Et puis, tout ça n'a pas abouti tout de suite. Il m'est arrivé des tas de choses dans la vie. J'ai pas mal voyagé. J'ai dû me stabiliser au plan professionnel aussi, etc. Et puis, je m'y suis remis, voilà, il y a 12 ou 13 ans. Avec beaucoup d'ambition, un projet énorme. Et il m'a fallu donc un peu de temps pour réaliser qu'il fallait quand même rester modeste et humble, et que dans un premier temps, il fallait que je sorte peut-être l'histoire qui me tenait le plus à cœur, puis la seconde. Voilà. Et c'est ainsi que les choses se sont engagées. Et je suis en train d'écrire mon 3e roman maintenant. Eh ben, en tout cas, merci, merci à toi. Donc, on aura l'occasion de parler que de cet univers. Mais il y a une première question donc de Maëlys. Bonsoir Maëlys, qui nous dit pourquoi un roman historique et pas un roman plus franchement philosophique, tel que Candide ou autre conte philosophique? Ah, parce que la philosophie, pour moi, c'est un métier. Et oui, je déçois un peu les gens quand je dis ça. C'est un métier, et ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de raconter des histoires, et comme je le disais, des éléments pour lesquels j'ai l'impression d'avoir une forme de légitimité. Je m'explique. J'ai aussi l'envie d'écrire et de ne publier que des livres indispensables. Ça paraît bien présomptueux de dire cela ainsi, mais des livres que personne n'a jamais écrits, ou plus exactement des histoires que personne n'a jamais écrit, en tout cas de la manière dont je les écris. Et voilà, quand on porte de telles histoires, au fond, on n'a pas spécialement envie d'inviter les gens à réfléchir d'une manière philosophique. Plein de gens le font, plein d'autres le font, mais précisément quand on écrit de la philosophie, il y a assez peu de ce que l'on est soi-même. On met peu en avant sa singularité en réalité. On écrit pour tous, on écrit des généralités, on écrit ce que l'on pense être des vérités, mais on ne raconte pas une histoire qui nous est arrivée à nous, on n'essaie pas d'amener le lecteur dans un recoin du monde où on a l'impression d'avoir vu quelque chose, ce qui est mon cas, et d'avoir à témoigner. Voilà. Merci beaucoup. Hop, la question est là. Séraphine, Maëlys nous dit non, pas de déception du tout, bien au contraire. Voilà. Merci beaucoup. Christine Faure, bonsoir, qui nous dit David, est-ce que certains auteurs vous ont plus inspiré que d'autres? Ah oui, clairement. Alors, d'abord, il y a toute une liste d'auteurs très longue qui m'ont inspiré, qui m'ont amené à la littérature dès l'adolescence. Je pourrais citer peut-être mon premier coup de foudre littéraire avec Boris Vian. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Et puis, il y en a eu quantité d'autres, des auteurs classiques, d'autres moins, etc. Et aujourd'hui, si je devais donner ma liste d'auteurs préférés en parlant ici de classique, je suis très classique, mais il y a aussi des contemporains, mais les grands auteurs qui vraiment m'ont emporté comme lecteur, c'est Rousseau, Chateaubriand, Proust, donc tout ça c'est très très classique. Et dernièrement, ça j'y tiens beaucoup, je voudrais le faire découvrir au plus grand nombre, un Norvégien que je trouve absolument fabuleux, qui pour moi est le Proust du XXIe siècle, c'est Karl Ove Knausgaard. Retenez bien ce nom. Karl Ove Knausgaard, c'est un type extraordinaire, d'un talent fou, et si j'avais le 10e de son génie, je m'estimerais extrêmement heureux. Donc voilà des auteurs qui m'ont conduit à la littérature, qui m'inspirent, que je lis et que je relis. Et puis il y en a plein des contemporains. Alors moi, je suis un amoureux de gens comme Lionel Duroy, par exemple, ou quantité d'autres. En fait, je sais même plus qui choisir, mais il y en a un paquet. Je lis énormément de littérature contemporaine. J'aime beaucoup. Des choses très diverses, des auteurs très divers. Merci. Vous disiez tout à l'heure effectivement que que tu mettais beaucoup de toi dans tes livres. Et il y a une question intéressante, et d'ailleurs je propose de faire intervenir Sonia, puisqu'on va parler de ce livre, La Balanguera aux éditions Rédactive, encore une fois. Il y a une question intéressante qui dit qu'est-ce qu'il y a de toi du coup dans La Balanguera, David? Alors, il y a beaucoup de moi. J'ai mis un peu de moi, mais je pense que ça n'a rien d'original dans
beaucoup de mes personnages. Il y en a un qui s'appelle Philippe, qui est vraiment un petit peu celui qui établit le fil conducteur de l'histoire, qui raconte la situation d'un jeune Français, c'est moi hein, carrément, qui se retrouve pendant une année dans un village du nord de l'île de Majorque et qui fait des rencontres extrêmement intéressantes avec différents personnages. Et ce personnage de Philippe, c'est vraiment moi, et une partie des choses que je raconte me sont arrivées. Alors, c'est pas du tout le personnage principal, il est celui qui introduit un peu de liant, qui peut être d'ailleurs un peu le naïf de l'affaire, mais là, je me suis amusé un petit peu à me dépeindre, et il y a quelques clins d'œil qui sont adressés à des gens qui me connaissent. Mais sinon, Diego, qui est un des héros avec Maria, puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour. Diego, ce jeune homme qui, des années 30, des années 1930, avec la guerre civile espagnole, et jusqu'aux années 90, j'allais dire embarque, en tout cas, tente d'embarquer le lecteur, ou c'est moi qui tente d'embarquer le lecteur dans cette histoire. Diego est assez proche de moi à certains égards. Je me suis projeté en lui, en fait. Voilà. Et sinon, pour répondre très précisément, oui, je suis allé à Majorque, j'ai vécu dans la maison que je décris. Les personnages que je rencontre sont des personnages fictifs, mais pour la plupart sont inspirés de gens qui existent ou qui ont existé. Alors, soit certains sont des personnages historiques, hein, c'est la particularité. Tout à l'heure, Stéphanie le disait, c'est un roman historique, donc il y a un arrière-plan historique très documenté. Ça, j'ai essayé d'être vraiment sérieux sur ce sujet. On nomme des personnages qui ont participé à la guerre civile espagnole, des dirigeants des mouvements républicains notamment, ou anarchistes. Et puis, il y a des gens qui ont vécu dans ce village, qui sont connus plus ou moins des Majorquins, dont j'ai parlé de manière plus ou moins nette, plus ou moins dissimulée. Ça dépend. J'ai parfois changé les noms, parfois pas. Voilà, je me suis un petit peu amusé. D'accord. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions ce soir. C'est marrant parce qu'avant que David dise que c'était Philippe, son personnage dans le livre, je vous écoutais parler depuis le début et j'ai eu Philippe qui m'est venu en tête et je me dis, à mon avis, c'est plus le personnage qui se rapprocherait de David, en fait. Donc, j'avais touché le mille, en fait. Hein, donc, je suis contente. Merci. C'est ça, c'est bien ça. Merci beaucoup à toi, Sonia. N'hésite pas hein, si tu as des questions et on écoute ta chronique dans quelques instants. Beaucoup de questions ce soir. Question très intéressante donc de Laurent Bénat qui est avec nous. Donc on a vu la couverture tout à l'heure, on la revoit là. Et il y a justement la question, la couverture m'intrigue. Est-ce que c'est une de tes photos? Alors non, non, c'est une photo choisie par Maëlys Père, hein, qui est mon éditrice, et son équipe. Elle pourrait nous dire elle-même si c'est vraiment elle qui a choisi cette photo, mais ça a été validé, bien sûr, tout à fait. Mais l'idée vient d'elle, de son équipe, et moi je me suis reconnu et approprié cette photo. D'ailleurs, j'avais suggéré qu'on en fasse qu'on en recherche une de ce type-là. Elle me paraît assez évocatrice, à la fois assez mystérieuse et évocatrice de l'histoire que j'ai voulu raconter. On y voit une jeune femme de dos, aux trois quarts, avec un profil un petit peu masqué. Un peu plus loin, devant elle, un homme qui tient, on peut l'imaginer, dans sa main une arme. Il s'agit de Diego. Hein, donc on a Maria, on a Diego. C'est ce couple autour duquel tourne toute l'histoire, toute cette histoire qui est d'abord une histoire d'amour, qui s'étend sur une 50aine d'années. Et au loin, on a, alors c'est pas forcément très net, mais tout ça c'est volontaire, on a un panache de fumée, on a peut-être des immeubles en feu. C'est la guerre civile d'Espagne, c'est la guerre civile des années 1936-1940. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Hein. L'action prend sa source à ce moment-là. Mais l'intrigue se déroule sur, je l'ai dit, quasiment 50 ans. C'est toute l'histoire de Majorque depuis les années 30 que j'ai voulu raconter. Et même d'ailleurs, plus qu'une histoire qui ne s'étendrait que sur 50 ans, parce que à travers
les éléments biographiques des personnages à travers leur histoire familiale, je dirais que ça va au-delà, on va au plus loin dans l'histoire profonde, je dirais au cœur de l'histoire médiévale de Majorque. Et je pense que dans ce livre, enfin j'en suis même certain, il y a une sorte de mystère. Je disais tout à l'heure, pour justifier le fait que j'ai voulu écrire du roman et non pas de la philosophie, que plusieurs fois dans ma vie, en tout cas au moins 3 fois, j'ai jusqu'à présent 3 histoires, j'ai eu le sentiment de découvrir des choses assez peu connues du grand public. Et là, à Majorque, il y a un arrière-plan historique fascinant, mettant en scène une communauté dont je ne vais pas dire grand-chose pour laisser un peu le mystère, mais pour les lecteurs que ça intéresserait, mais il y est question de... Pardon ? C'est Sonia qui tousse, c'est Sonia qui tousse. Sonia. Ah, Sonia tousse, qu'elle veut peut-être pas que j'en dise trop, mais bon. Non. Non, mais pour les lecteurs qui s'intéressent à l'histoire, franchement, allez regarder. C'est un élément parmi d'autres de l'arrière-plan historique, mais il y est question des Chuetas. Vous regarderez, si ça vous intéresse, vous trouverez une page Wikipédia qui est assez bien faite maintenant. Quand je me suis lancé dans l'écriture du livre, il n'y avait rien, quasiment rien sur Internet. Quand je me suis lancé il y a 5-6 ans déjà, il n'y avait pas grand-chose sur Internet sur cette communauté qui sont des maranes, c'est-à-dire des juifs convertis à l'époque médiévale et qui ont eu un sort tout à fait exceptionnel sur cette île, exceptionnel, tragique, mais qui est très intéressant et qui, de mon point de vue, dit quelque chose de l'histoire de l'Espagne. On me posera peut-être la question, je ne veux pas être trop long là maintenant, mais j'ai la conviction que ce qui s'est passé pendant la guerre civile espagnole, ce carnage que constitue la guerre civile espagnole, vient de très très loin et vient de la façon dont la Reconquista, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Espagne, je précise, la Reconquista, c'est le moment où ceux qu'on appelle les rois catholiques jettent dehors finalement ceux qu'ils considèrent comme des envahisseurs, qui sont les Arabes musulmans et d'une certaine manière aussi les Juifs qui font les frais de cette histoire. Et donc j'ai la conviction que ce qui s'est passé au XXe siècle renvoie finalement par sa férocité à ce qui s'est passé 5 siècles auparavant. Voilà, c'est un des arrière-plans historiques de cette affaire. Et bon, en tout cas, c'est très passionnant de t'écouter, cher David, et il y a beaucoup de questions justement qui tournent sur le côté historique de ton roman et sur tes recherches, mais je voulais apporter une précision avant de Maëlys qui nous dit effectivement que la couverture a été réalisée par Joël Vialat et Alexandra Père, qu'on salue bien évidemment pour leur travail, on la revoit effectivement à l'écran. Voilà, les éditions rédactives avec leur couverture atypique et osée, et on le voit encore une fois à l'écran qui accroche l'œil, et je sais que Sonia aura sûrement quelque chose à dire dans quelques instants. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, David, sur ce qui vient d'être dit avant de lancer la chronique de Sonia ? Non, juste à propos de la couverture, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, elle est très originale, et ça, on le doit à Maëlys Père, l'éditrice, qui a choisi d'inverser en fait le code. Le code classique, c'est que la 4e de couverture, avec les quelques lignes qui présentent le roman, se trouve à l'arrière, et que le lecteur, lui, a un visuel, une image, quelque chose qui accroche avec un titre. Là, c'est l'inverse qu'on a fait. On a le titre, vous le voyez à l'écran, La Balanguera, quelques lignes qui présentent l'histoire, et puis à l'arrière, cette photo mystérieuse qui aurait pu être en fait la couverture si on avait procédé normalement. Mais là, voilà, il s'agissait d'être originaux et de faire autre chose. Et moi, je trouve ça très très bien. J'ai tout de suite adhéré à ce projet. Eh ben, écoute, tu n'es pas le seul, effectivement, et je remercie encore une fois d'avoir osé faire ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter la chronique de Sonia. Donc on le rappelle, Sonia Robinard, la chroniqueuse littéraire de cette émission, ou Sonia tout court pour les intimes. Sonia, nous t'écoutons. Majorque, fin des années 30, fin de la tranquillité d'esprit et de rêve. La guerre d'Espagne est en marche. Début d'une guerre, mais également début d'une histoire d'amour entre Maria et Diego. Un amour à la Roméo et Juliette, guerre des clans, guerre des partis politiques, dès les deux familles s'opposent de tout. Un amour caché, qui va tourner au drame. Séparation, secret inavouable, perte de vue, mais toujours dans le cœur de l'un et de l'autre. Arriveront-ils à s'aimer jusqu'à la fin de leur vie ? 50 ans plus tard, au décès de Maria, Inès, qui doit faire un tri dans la maison familiale,
tombe sur un carton entier de lettres. En lisant les premières missives, elle se rend compte qu'un secret de famille énorme lui a été caché toute sa vie. Allant de surprise en surprise, elle se découvre de nouvelles branches familiales. Comment Inès va remonter le fil du temps et essayer de réparer les erreurs de ses aïeux? Arrivera-t-elle à délier les langues des habitants de ce pays aussi magnifique que Taiseux? C'est sur un air de la Balanguera que nous fait voyager David, un air envoûtant qui, comme une tempête qui se lève, commence par un rythme lent pour se déchaîner ensuite. Un air qui surprend nos sentiments, qui nous remue comme sur un bateau en plein roulis. Un air tendre et violent à la fois. C'est une lecture qui m'a totalement embarquée, transportée dans un lieu inconnu pour moi, mais qui m'a fait voyager au rythme des petites ruelles, des bars et des sites magnifiques que David a si bien su décrire. Une lecture où le voyage dans le temps n'a pas de prix ni d'emprise sur les années. Merci David pour cette belle découverte livresque. Merci Sonia, surtout. Merci. Je dirais c'est tout à fait ça, c'est très bien vu. C'est tout à fait ça. Parler effectivement du fait que l'intrigue démarre avec la découverte de lettres qui sont là dans un grenier. Alors, ce n'est pas très original, je le confesse volontiers comme procédé littéraire. Ça s'est souvent fait, mais en l'occurrence, c'est ce que l'on va en faire ensuite qui, je crois, a son intérêt. Et c'est surtout ce qu'on y découvre dans ces lettres. Mais c'est tout à fait ça, Sonia. Voilà, une histoire d'amour qui est retracée à travers une correspondance et qui nous met sur la piste de différents mystères que le lecteur, finalement, en même temps que les protagonistes de l'histoire, donc les différents protagonistes, va découvrir. C'est ça. On plonge dans l'histoire avec eux, en fait. C'est une histoire dans l'histoire. C'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. J'ai voulu, d'une certaine manière, que le lecteur soit dans la peau de celles et ceux, essentiellement cette Inès qui est la fille de Maria, un certain Jim qui est le fils de Diego, et puis le français, j'allais dire moi en l'occurrence, enfin Philippe en l'occurrence, qui se retrouve dans ce village et qui découvre une histoire parce qu'on la lui raconte, parce qu'il est l'ami d'Inès et que cette franco-mallorquine, cette française qui a des origines sur cette île est son amie et que finalement il l'accompagne, il se trouve sur cette île pendant quelques mois, il est là pour écrire et puis elle revient régulièrement, elle habite à Paris mais elle revient régulièrement sur son île pour ranger les affaires de sa mère qui vient de mourir et ensemble ils vont, j'allais dire, mener l'enquête et aller de découverte en découverte sur le passé de la génération qui les précède, de la génération de Maria, donc cette femme très, très jeune encore dans les années 30, qui a vécu toute sa vie un amour, j'allais dire presque impossible, avec un homme qui s'est exilé quand même, comme elle, pardon, qui a quitté Majorque, mais avec toujours un point de convergence sur cette île. Toute l'histoire renvoie régulièrement les différents personnages, qu'ils soient ceux du passé, ceux des années 30 ou ceux des années 90, sur l'île. Tout se passe toujours, tout converge toujours sur l'île. J'ai voulu effectivement que l'île de Majorque soit un des personnages. Quand j'y ai vécu, donc dans les années 92-93, j'ai eu la chance d'être accueilli, j'allais dire, dans un village qui maintenant est une grosse bourgade, connu de beaucoup de gens qui vont à Majorque, qui s'appelle Sóller. À l'époque, c'était un très beau village. Bon, il a été un petit peu esquinté par le tourisme de masse, il faut le dire, il faut bien le reconnaître. Mais il reste très beau, avec de très belles maisons en pierre, des petites rues, etc., comme tu l'as dit. Et j'ai voulu que l'île de Majorque, pour laquelle j'ai eu vraiment un coup de foudre, je ne la connaissais pas, j'y ai débarqué, j'ai découvert cela durant quelques mois. J'ai vraiment voulu que cette île soit offerte au lecteur et que celui-ci ait peut-être un jour envie de partir à sa découverte, comme je l'avais fait moi-même en fait. Et bon, en tout cas, merci beaucoup. Il y a Maëlys qui nous dit, encore une fois, on salue la générosité de Maëlys qui nous dit « Je pensais bien que tu aimerais Sonia, je t'enverrai le livre en vrai ». Voilà, encore une fois, directrice de publication aux éditions Rédactives, qu'on remercie encore une fois pour avoir
mis en lumière tous ces auteurs qu'on va avoir la chance de découvrir sur l'ensemble du mois de février, parce que notez bien, chaque mercredi et chaque vendredi jusqu'à la fin du mois, nous aurons un auteur rédactif qui viendra nous parler donc de son univers livrail, de ses passions et surtout de ses romans. Et encore une fois, on finira avec Maëlys qui viendra nous présenter cette belle maison d'édition. Encore une fois, Maëlys, suis mon regard. Merci beaucoup. Et bien entendu, il y a la chroniqueuse Séraphine qui va arriver dans quelques instants aussi. Moi, je voudrais juste ajouter aussi que j'ai eu énormément de mal à quitter les personnages. On s'attache à eux à une vitesse folle et on n'a pas envie de les quitter à la fin du livre. Ben justement, j'ai vu la question passer tout à l'heure sur les personnages. Comment vous aviez construit, enfin, comment tu as construit tes personnages, David? Et est-ce que, je vais essayer de la retrouver la question, mais voilà, tes personnages, comment tu les as construits? Alors, c'est pas un processus mystérieux, en tout cas pour moi, parce que je vois les différentes versions de mon travail, mais maintenant je commence à avoir l'expérience avec un troisième roman qui est quasiment achevé. Je sais un petit peu comment je procède. Ma méthode, si je puis dire, je l'ai inventée moi-même. Elle n'a sans doute rien d'original, mais j'avais pas de canevas particulier d'écriture avant de m'y mettre moi-même. Je passe un certain temps à faire ce que l'on appelle tout simplement un brouillon, une sorte d'intrigue que j'essaie de rendre généralement assez complexe parce que j'aime ça. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait des rebondissements, qu'il y ait des mystères, etc. Donc j'imagine des personnages en rapport avec cette intrigue, et puis une fois que cette intrigue plus exactement en même temps d'ailleurs que l'intrigue, j'allais dire, j'imagine les personnages qui vont avec. En l'occurrence, ici, Diego et Maria, je voulais que cette affaire commence pendant les années 30. Je voulais que l'un et l'autre soient finalement concernés par cette guerre civile terrible qui a concerné toute l'Espagne, mais Majorque aussi, bien sûr. Je voulais que mon personnage, que je serais tenté d'appeler le personnage principal quand même, Diego, soit un militant qui parte combattre. Il se trouve que je me suis inspiré quand même d'histoires qu'on m'a racontées là-bas. J'ai rencontré j'allais dire de vieux bonshommes, ils sont tous morts maintenant, mais qui avaient participé à cette guerre, qui avaient rejoint le camp républicain, et j'avais donc quelques éléments fondamentaux pour camper mon personnage. Après, son caractère, le fait qu'il devienne finalement un intellectuel dans une seconde partie de sa vie, qu'il s'exile aux États-Unis, tout ça, je l'ai imaginé pour les besoins d'une intrigue complexe, en réalité. Voilà, mes personnages, finalement, pour partie, sont inspirés de rencontres que j'ai pu faire. Certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont rien inventé, sont historiques. Alors, généralement, ils constituent plutôt l'arrière-plan de l'histoire principale. Les personnages qui sont les personnages centraux sont tous des personnages de fiction, mais c'est vrai que je m'inspire de rencontres, et puis pour le reste, j'invente, et assez naturellement. Et une fois que ce travail de brouillon, j'allais dire, est écrit, bien, je passe à la partie proprement, j'allais dire, littéraire. Enfin, j'aime aussi beaucoup l'exercice du choix des mots, de la rédaction des phrases, de la relecture. J'avoue que j'ai cette chance de ne pas souffrir quand j'écris. Je suis toujours un peu surpris quand je vois que des gens parlent de l'exercice de l'écriture comme d'un véritable travail extrêmement pénible, en tout cas extrêmement difficile. C'est difficile d'être bon, c'est difficile d'avoir un beau style, c'est difficile d'être clair et simple en même temps, mais c'est un grand plaisir surtout. C'est un grand plaisir pour celui qui rédige, et j'espère que c'en est un aussi pour ceux qui lisent. Mais bien entendu, et justement, il y a beaucoup de questions qui arrivent concernant éventuellement celle d'Elisabeth qui nous dit comment vous effectuez vos recherches, parce que c'est vrai que quand on vous écoute, on sent que c'est recherché, que ça soit au niveau des personnages, de l'intrigue, de l'histoire. Comment vous faites vos recherches, David? Alors, je dirais de deux manières différentes. Il y a des recherches, je dirais, accessibles facilement à tous. Il suffit j'allais dire, de se documenter sur la guerre d'Espagne pour avoir tout cet arrière-plan historique. Il y a une foule de documents qui sont disponibles.
voilà, j'ai beaucoup lu. Ça va de livres d'histoire à un témoignage comme celui de George Orwell, que j'aime beaucoup, que je cite d'ailleurs dans le livre, pour lui rendre hommage, qui s'intitule Hommage à la Catalogne. George Orwell, l'auteur bien connu de 1984, a connu cette guerre et a d'ailleurs été inspiré par ce qu'il a vu sur le front pendant la guerre d'Espagne pour écrire 1984. Donc voilà, il y a toutes ces parties-là, et puis il y a la partie plus liée justement à mon trajet, à mes rencontres, à ma curiosité personnelle et d'une certaine manière à la chance que j'ai eue d'être à Majorque et d'entendre des histoires. Alors là, ce sont des historiens locaux, j'allais dire, il y en a un notamment qui a écrit sur le village de Sóller en particulier. Sóller, c'est le village qui porte son nom dans le livre, cette grosse bourgade reliée à la capitale Palma par une ligne de train. Il y a des gens qui sont des historiens locaux qui ont voulu raconter comment s'était passé ces années 30 dans ce village, qui m'ont donné énormément d'éléments romanesques. C'est extraordinaire, il suffit de s'inspirer de la réalité. Généralement, il y a énormément de choses. Ensuite, bien sûr, on fait sa propre trame là-dessus. Alors, mes recherches, c'est ça. Et puis les rencontres. Alors ça, je peux le dire rapidement, mais là-bas, sur place, j'ai notamment rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pour le personnage de Diego, c'est un très vieux militant communiste. C'est lui qui m'a, d'une certaine manière, affranchi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il m'a fait comprendre, au bout d'un moment, faut dire, je parlais très mal l'espagnol quand j'ai débarqué à Majorque, donc j'ai un peu traîné dans les cafés, etc. Et il y a toujours d'ailleurs à Sóller une sorte de culture des cafés. Et là, j'ai rencontré un vieux bonhomme qui m'a raconté un petit peu son parcours et qui s'est amusé à peu m'ouvrir les yeux, moi à l'étranger, en me disant mais tu vois, il y a des rivalités terribles dans nos familles. Quand on passe dans telle rue devant telle maison, les volets sont fermés, et on sait que derrière ces volets, il y a 50 ans, il s'est passé une histoire terrible. Là, c'était son ennemi, tel autre a été un héros, et puis un troisième a été un vrai salaud, etc. Donc quand j'ai appris tout ça, alors que je vivais en 92-93 donc sur l'île, je me suis constitué une sorte de provision de souvenirs et un bagage, si vous voulez, pour cette intrigue. J'avais pas l'idée tout de suite, j'ai pas eu tout de suite l'idée que j'écrirais le livre que j'ai écrit, mais je savais qu'un jour ou l'autre, j'écrirais sur Majorque. Je l'ai su au bout de quelques semaines, quelques mois. L'île était tellement romanesque, il y avait tellement de choses avec cette histoire de la guerre d'Espagne, cette opposition entre clans dans le village, qui reflète d'ailleurs, je le dis au passage, parce que je pense que le microcosme que constitue Majorque reflète le macrocosme espagnol, même si Majorque est une île au milieu de la Méditerranée, une île qui fait partie des Baléares, c'est une partie d'une certaine manière de la Catalogne, enfin ils n'aiment pas forcément qu'on présente les choses ainsi, et la Catalogne est elle-même une région de l'Espagne qui a des velléités parfois indépendantistes, comme on sait. Eh bien, même si Majorque est très à part, en réalité, ces difficultés incroyables qu'on voit dans ce village entre familles qui sont irréconciliables, parce que certains étaient du côté des nationalistes de Franco, d'autres ont été des combattants et ont pu subir la répression ensuite quand Franco est arrivé au pouvoir, et pouvoir qui a duré jusque dans les années 75, je le précise. Eh bien, quand on voit ça, on sait que ça s'est passé ailleurs en Espagne, dans des tas d'autres régions, et que l'Espagne, surtout l'Espagne moderne, n'est toujours pas sortie de cette guerre civile. Les gens qui s'intéressent un petit peu à l'actualité en Espagne savent qu'aujourd'hui encore, on va fouiller des fosses communes, on est à la recherche de ces fosses communes, on cartographie le territoire de ce pays pour savoir où les gens ont été enterrés, on sait qu'il y a eu des massacres, tout ça est extrêmement intéressant. Exactement. Bon, en tout cas, c'est un réel plaisir de vous écouter. Et on rappelle que vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de ce livre, La Balanguera, aux éditions Rédactive. Et justement, il y a une question pour les personnes qui nous rejoignent. On peut la reposer et tu auras sûrement la réponse. Mais Joël qui demande, est-ce que c'est plus une histoire d'amour, d'aventure ou de politique ? Bon, les trois, mon général. C'est une histoire d'amour, d'abord, mais c'est une histoire d'amour qui a un arrière-plan politique qui est empêché
j'allais dire par la politique, par l'opposition, comme l'a fort bien dit Sonia tout à l'heure. Il y a un côté Roméo et Juliette, il y a un côté Capulet et Montaigu, deux familles qui s'opposent, deux familles qui se haïssent même, qui en viennent à se haïr. Et donc les personnages sont empêchés dans leur amour, sont empêchés par ces haines, mais ces haines elles-mêmes sont provoquées par la politique, par l'histoire de l'Espagne, par ces deux communautés qui peu à peu deux communautés, deux partis pourrait-on dire, qui vont peu à peu se tourner le dos et puis se déchirer et s'entretuer. Donc je dirais qu'on ne peut pas séparer l'histoire d'amour du côté aventureux et du côté politique. Pourquoi aventure ? Politique, je crois qu'on a compris, hein, c'est l'arrière-plan. Pourquoi aventure ? Parce que les deux personnages sont embarqués dans un cycle d'exil. Ils sont obligés de quitter leur île pour survivre dans un cas. Hein, leur vie est menacée. Pour retrouver son amant, dans le cas de Maria, hein, qui va chercher désespérément à retrouver la trace de Diego, qui a dû fuir en Espagne, enfin fuir en Catalogne, puis fuir en France, puis finalement fuir à l'autre bout du monde, je n'en dis pas plus, et tout cela évidemment constitue une véritable aventure pour les deux protagonistes. D'accord, merci beaucoup. Je sais que Sonia a une question à poser justement sur ce livre, on le rappelle, La Balanguera aux éditions Rédactives. Sonia, quelle est ta question ? Ouais, j'aurais aimé savoir comment vous vous sentiez en fait émotionnellement à la fin de l'écriture du livre. Que ça doit être dur aussi de quitter ces personnages. Oui, c'est vrai. Alors heureusement, j'avais d'autres projets, d'autres personnages qui m'attendaient, j'allais dire, qui méritaient aussi que je m'investisse émotionnellement pour les créer, pour les inventer. Donc, je suis pas resté très longtemps fixé sur les personnages de la Balanguera, mais c'est vrai, à la fin, j'espère que les lecteurs s'en rendent compte, il y a de l'émotion, il y a un côté un petit peu pathétique, et c'est vrai que c'est assez dur de révéler, au fond, pourquoi vraiment, j'allais dire, pourquoi en dernière analyse, pourquoi quand on creuse toute cette histoire, Diego et Maria n'ont pas pu s'aimer comme ils le désiraient. Ça renvoie à des épisodes extrêmement anciens de l'histoire de l'Espagne. Ces personnages sont finalement prisonniers d'une certaine manière de déterminisme historique, pour utiliser un grand mot. Enfin, je ne veux pas faire de philosophie ici, mais finalement, ils sont piégés par un passé qui, j'allais dire, n'est toujours pas passé. D'ailleurs, à Majorque, cette communauté dont je parle, la Lechuetas, pour les personnes que ça intéresse, regardez un peu, c'est un passé qui commence seulement depuis 30 ou 40 ans à être d'abord connu des Majorquins eux-mêmes et être avoué. Il n'est pas avouable, parce que c'est un passé fait de massacres, de racisme, d'ostracisme, etc. Mais les jeunes générations, enfin, en grande partie débarrassées des préjugés de leurs aïeux, sont capables de regarder en face ce qui s'est passé sur leur île. Et les Majorquins découvrent, horrifiés souvent, l'histoire de ces Chuetas. D'ailleurs, une petite anecdote à ce sujet, j'ai eu l'occasion de présenter mon livre. Ça a été vraiment quelque chose de très émouvant. Je dirais que c'est ce que j'ai fait de plus fort ces quelques derniers mois, au centre André Neher à Nantes, puisque j'habite à Nantes. Le centre André Neher, c'est un centre que je ne connaissais pas. Moi, je ne suis pas juif d'origine, mais c'est un centre de la communauté israélite de Nantes, qui reçoit des auteurs, etc., etc. Et donc, ils me reçoivent très, très aimablement, parce que je leur ai signalé que j'avais une histoire à raconter en rapport avec les Marranes d'Espagne. Et à cette occasion, une dame est venue me trouver, avant même que je commence ma conférence, parce que c'était carrément une conférence un peu historique, en l'occurrence, je ne parlais pas seulement de mon bouquin, mais je parlais de mes recherches. Et cette dame est venue me dire, mais vous savez, dans les années 75, j'étais une jeune adolescente, j'allais avec mes parents à Majorque, et je n'ai jamais entendu parler de la communauté dont vous nous révélez l'existence ici. Bon, et me dit-elle, c'est seulement en 2015, puisque cette dame a continué à se rendre à Majorque très très régulièrement, qu'un jour, en me promenant dans le quartier
l'ancien quartier juif, l'ancien ghetto, serait-on tenté de dire, de Palma, que je rentre un jour chez un bijoutier et cette dame est à moitié juive et qu'elle lui montre ce qu'elle a autour du cou, c'est-à-dire un petit collier avec les tables les tables de la loi, enfin représentant les tables de la loi. Et le bijoutier la regarde, lui dit je sais qui vous êtes, je vois qui vous êtes, et suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Et donc, voilà cette dame qui me raconte son histoire, hein, vous avez compris, il y a quelques semaines, qui me raconte qu'en 2015, ce vieil homme l'emmène dans la cave de son magasin qui est là depuis des siècles peut-être à Palma. Ce magasin, cette bijouterie, hein, c'était le métier de bijoutier, c'est un des rares métiers que les Juifs pouvaient exercer à Majorque, qui l'emmène au fond d'un couloir, au fond d'une cave, qui ouvre un coffre et qui lui montre un bijou qui avait été limé pour éviter les caractères en hébreu, pour éviter que si quelqu'un découvre son secret, il soit persécuté, hein, et il lui montre ce bijou, cette espèce de talisman qu'on se transmet depuis des siècles dans sa famille. C'est vous dire combien la communauté dont je parle à un moment, hein, est extrêmement ancienne, s'est cachée jusqu'à une période toute récente, et combien il y a encore des gens qui n'osent pas s'en réclamer finalement et dire être descendants de ces personnes qui ont été persécutées. C'est tout à fait particulier. C'est d'ailleurs exceptionnel. Je crois que ça n'existe que sur cette île. C'est émotionnellement extrêmement puissant. Pour moi, en tout cas, ça l'a été. Oh, Oui, c'est un secret de famille quasiment inavouable, même de génération en génération, hein. C'était vraiment... les dernières générations, quelquefois, ne le savent pas, ou alors ils l'apprennent vraiment par hasard, en fait. Mais en fait, ce qui se passe, et ça, je n'ai rien inventé, c'est qu'il y avait des gens issus de cette communauté qui, pour éviter d'être persécutés, fuyaient l'île, allaient se réinventer, si je puis dire, en changeant de nom ailleurs dans le monde, ailleurs en Espagne, là où ils pouvaient trouver un endroit pour les accueillir. Et puis également à Majorque, tout simplement, certains pères, certaines mères décidaient de couper le fil de la transmission et décider de se dire bons catholiques. D'ailleurs, ils pouvaient être sincèrement de très bons catholiques, mais sans révéler à leur progéniture d'où leur famille venait et quels étaient leurs cousinages. Hein. Donc ça, c'est tout à fait exact. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui découvrent leurs origines. Juste une question très importante, et après on écoute l'extrait de Marie. Il y a juste une question intéressante. Avez-vous envisagé une suite pour ce roman? Sonia aura le plaisir de retrouver certains des personnages. Est-ce que c'est prévu une suite? Justement. Alors, pourquoi pas, mais je ne sais pas, il faudrait. Là, honnêtement, je n'ai pour l'instant rien envisagé du tout, parce que comme je le disais, je suis tout à une troisième histoire qui m'occupe pleinement. J'en ai encore d'autres en préparation. Revenir à Majorque, je ne sais pas. J'aurais peur peut-être que ça retombe un petit peu à plat, mais j'avoue que j'ai de la chance d'avoir une imagination assez fertile. Je pense que si je me posais quelques heures en me disant qu'est-ce que je pourrais faire pour que la génération suivante connaisse elle aussi une histoire intéressante, je pense que je pourrais trouver des choses. Mais refaire de Majorque un personnage, je l'ai déjà fait. J'aurais du mal à réinventer ce personnage. Il faudrait que je modernise un petit peu, que je dise un petit peu ce que l'île est devenue 30 ou 40 ans après. Voilà, je ne suis pas sûr que ça m'intéresse vraiment en réalité. Je sais pas, j'aurais bien vu Inès et Philippe finir ensemble, moi. Ah ben oui, mais ce sont de vieux amis. De vieux amis d'études, etc. Et non, Inès aurait pu être très attirée par Jim, et ça, on peut imaginer pas mal de choses. Non, Inès et Philippe, ce sont de vieux amis. Il ne faut pas qu'ils terminent ensemble. Non, ça serait dommage. En tout cas, Maëlys qui nous dit « Tu as beau dire, David, ce roman est tout de même éminemment philosophique, social et contemporain. » Voilà.
Dans Alors, philosophique, je ne sais pas, peut-être sur un plan, moi, ce qui me passionne, c'est le thème de la vérité. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai voulu que l'intrigue soit une intrigue qui tourne autour de la recherche d'une vérité, hein. Et donc, cette vérité, on l'approche, elle s'éloigne parfois, on tente à nouveau de s'en emparer, mais elle nous échappe. Et cette vérité, les personnages eux-mêmes qui n'en connaissent ou n'en comprennent qu'une partie. Donc c'est toute une histoire, il faut toute une histoire, peut-être toute une vie pour s'emparer de la vérité. Et ce que je pense profondément, parce que ça, même si c'est pas lié à Majorque, je le sais par ailleurs, je connais des gens dans cette situation, il y a des gens qui apprennent la vérité sur leurs origines, sur leur famille, seulement très tard dans l'existence. Et donc, voilà, j'étais très intéressé par cette affaire de vérité. Pour le reste, oui, il y a peut-être d'autres choses, mais là, c'est politique. J'ai voulu réfléchir à la façon dont un militant, mais je dirais que c'est pas secondaire, parce que ça concerne le personnage principal de Diego, mais j'ai voulu réfléchir à la façon dont un militant qui avait mené la guerre était affecté profondément toute sa vie durant par les horreurs qu'il a pu commettre ou subir. Le stress post-traumatique du soldat, vous savez, a été répertorié, j'allais dire, par les médecins psychiatres américains au moment de la guerre du Vietnam. Et c'est à peu près l'époque où mon personnage qui vit aux États-Unis commence à endurer, justement, ou à réaliser consciemment qu'il endure, qu'il est resté, au fond, prisonnier des horreurs qui ont pu être commises dans les couloirs de la cité universitaire de Madrid, où il y a eu des combats au corps à corps féroces entre nationalistes et militants républicains. Donc voilà, j'ai aussi voulu raconter cette histoire qui fait référence à des éléments familiaux, hein. Mon père a fait la guerre d'Algérie et je sais qu'il n'en est pas complètement revenu d'une certaine manière. D'accord. Merci en tout cas pour ce témoignage. Ce que je vous propose maintenant, Sonia, non? Non, je tousse. Tu tousses. Eh ben écoutez, profite de tousser qu'on lance donc l'extrait de Marie. Donc je te rappelle, David, que Marie, la comédienne de l'émission, nous a lu un extrait de ce livre, La Balanguera, aux éditions Rédactive. Nous écoutons et on écoute ton retour tout de suite après. Marie Méran présente un roman de David Warnery, La Balanguera, aux éditions Rédactive. Inès avait trouvé la lettre dans les affaires de sa mère. Un homme y racontait ses cauchemars. Il s'agit toujours du même, de situations semblables selon une séquence identique. Cela commence chaque fois ainsi. Je suis seul, j'erre dans les décombres d'un bâtiment de la cité universitaire de Madrid. Après l'explosion d'une grenade, les combats qui se sont poursuivis sans trêve depuis l'aube semblent marquer une pause. Le silence enveloppe à présent les ruines où je me trouve. Je suis en nage, couvert de poussière. Touché par une bombe incendiaire, un immeuble proche achève de se consumer. Une épaisse fumée noire s'en échappe et me brûle la gorge. J'avance à découvert entre les murs d'une bâtisse en partie effondrée. Un tir fasciste peut m'atteindre à tout instant. La peur m'enserre la poitrine. Pourtant, je dois progresser, coûte que coûte. Ce sont les ordres. Ensuite, je pénètre dans un couloir obscur. À l'abri, je m'arrête, reprends mon souffle, tente de me calmer. Avancez, avancez! L'ordre résonne dans ma tête. Il faut à tout prix parvenir au bout de ce couloir où s'agite une silhouette. Toutes sortes de décombres freinent ma progression. Et toujours cette peur qui me coupe le souffle. Celui que je tente de rejoindre n'est pas un inconnu, je le sais, mais j'ignore qui il est. Il se tient à l'extrémité du corridor. Je ne l'entends pas. L'explosion de la grenade m'a rendu sourd. Je vois sa bouche qui se tord en tous sens, comme s'il enchaînait les grimaces au ralenti. Il fait de grands gestes dans ma direction, me presse d'avancer. Subitement, je distingue enfin ses traits et reconnais Santiago Carillo. Le son revient. Adelante! En avant! Je bute sur quelque chose de mou.
Mes chaussures semblent collées au sol. Je patauge dans une mare de sang. Au prix d'efforts immenses, je parviens à m'en extraire. J'avance à tâtons, je heurte des gravats, manque de tomber. Peu à peu, mes yeux s'habituent à la pénombre. Je commence à distinguer des formes. Je m'approche, me penche. Soudain, je les vois. Les corps ensanglantés des camarades de ma section. Tous sont atrocement défigurés. Autour de moi, les hommes sont étendus, blessés. Ils gémissent et m'appellent. Quand l'un d'eux me saisit la main, je m'éveille en sursaut. Inès reposa la lettre. Installée sur une chaise longue, elle s'abîma un moment dans la contemplation des vergers piquetés d'oranges, avec, à l'arrière-plan, le cirque des montagnes. Sa mère disait que c'était le plus beau paysage de l'île. Elle se tourna vers Philippe qui lisait à ses côtés. Il parle d'ordre donné par Santiago Carillo. Qui donc? Diego, l'ancien amoureux de ma mère? Il a combattu durant la guerre civile avec les communistes. Elle se saisit du paquet de lettres posé sur ses genoux, le brandit à hauteur de son visage. Je ne comprends rien à leur histoire. Cet homme évoque une passion réciproque. Pourquoi ne se sont-ils pas mariés? Voilà donc pour cet extrait donc de La Balanguera aux éditions rédactives par notre ami David. David, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ton livre en audio comme ça? Bah, écoutez, c'est assez émouvant. D'abord, c'est très bien lu et effectivement, c'est le début, le tout début du livre. Et j'ai voulu que le lecteur soit immédiatement plongé dans cette atmosphère assez pathétique de cet homme qui, on va le comprendre un peu plus tard, des années et des années après avoir combattu, en est encore à faire des cauchemars qui le bouleversent et qui le hantent, des cauchemars la nuit, qui le réveillent en sursaut et qui constituent ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de stress post-traumatique qu'on n'avait pas encore très bien identifié dans les années 60 et dont il a le plus grand mal à se délivrer. En fait, ce personnage, c'est ce que je disais, c'est un des aspects historiques, peut-être pas philosophiques, mais du moins psychologiques du livre. Ce personnage, finalement, il reste coincé dans sa guerre. Il a le plus grand mal à s'en sortir. Et d'ailleurs, il ne s'en sortira jamais vraiment. Question intéressante de Laurent qui nous dit: combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre, David? Alors, c'est un petit peu difficile de répondre parce que j'ai commencé de l'écrire. Je l'ai écrit en plusieurs moments, en plusieurs fractions, en fait. Moi, je dirais peut-être en tout 2 ans, 2, voire peut-être 3 ans même. J'ai commencé à y réfléchir 5 ou 6 ans avant sa parution. J'étais en train de terminer mon premier roman, et j'attendais les réponses d'éditeurs, etc. Et la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est de s'y remettre immédiatement. Voilà, mon imagination s'est à nouveau mise en branle, j'allais dire, et j'ai tout de suite conçu cette histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais l'idée qu'un jour j'écrirais sur Majorque, donc c'était pas loin de mon esprit. Voilà, donc pendant plusieurs mois, j'ai commencé à échafauder le scénario, comme je le racontais tout à l'heure, et puis l'écriture proprement dite est venue après l'apparition du premier, après sa promotion, quand j'ai eu du temps. Voilà, donc je dirais peut-être en 2-3 ans, mais je travaille, j'ai une vie professionnelle comme beaucoup, comme presque tout le monde, comme presque tous les auteurs, sauf les plus chanceux d'entre eux qui vivent de leur plume. Je suis quand même très pris, j'ai une vie familiale aussi, donc ça représente un combat de tous les instants, hein, trouver les 10-15 heures par semaine pour avancer coûte que coûte, si je puis dire, comme mon personnage au fond de son couloir. Exactement. Bernadette Mesbourian, bonsoir, qui nous dit: bonsoir à tous, comment articulez-vous le contexte historique et histoire personnelle dans votre livre? Alors, l'histoire personnelle et le contexte historique, tout simplement dans le fait que, grâce au fait que les personnages principaux participent aux événements historiques. Donc, je viens de le dire, le fameux Diego lui-même est un combattant. Donc, on découvre l'histoire de la guerre civile à travers son expérience de jeune homme qui vit dans un premier temps
en Catalogne et qui assiste au moment du coup d'État qui se déroule en juillet 1936 à la levée en masse dans la ville de Barcelone des milices anarchistes et des républicains, des troupes républicaines pour combattre le coup d'État des nationalistes. Donc mon personnage, il est là, directement en prise, et il raconte tout ça, il raconte cela à ses propres amis, il raconte cela, il ne peut pas le raconter à sa fiancée en réalité, mais il le racontera, en tout cas pas sur le moment, il le racontera bien plus tard. Pendant longtemps, il lui dissimule ce qu'il a connu, il lui dissimule la guerre qu'il a menée. D'ailleurs, c'est un élément un peu pathétique, mais il est obligé de se faire passer pour un lâche pour éviter de dévoiler son identité. Il est un républicain qui se rend à Majorque, alors que Majorque, je ne l'ai pas dit, mais Majorque est tombé en 3 jours dans l'escarcelle des nationalistes. Il n'y a pas eu vraiment de guerre civile très longue à Majorque. Ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet 1936, en quelques jours, des militaires italiens, c'est assez curieux, mais des fascistes envoyés par Mussolini ont aidé la phalange, c'est-à-dire les proches de Franco, à prendre le pouvoir, et en quelques semaines, ils ont massacré une partie des républicains ou des supposés tels, des communistes dont ils avaient les noms. Et puis il y a eu un épisode très sanglant d'un débarquement au cours du mois d'août, donc 2 mois après le coup d'État, au cours du mois d'août, un débarquement par des gens venus de Catalogne pour essayer de reprendre l'île, mais ça s'est soldé par un échec, et ensuite l'île est restée entre les mains des phalangistes et donc des proches de Franco. Donc mon personnage, Diego, quand il se rend sur l'île, eh bien, c'est quelqu'un qui court de grands risques, qui ne peut surtout pas se dévoiler. Voilà, alors c'est de la manière dont je parle de l'histoire. Et puis l'autre personnage principal, Maria, elle est embarquée aussi dans cette aventure parce que elle doit fuir son île pour essayer de retrouver son amour, son grand amour, et elle se retrouve finalement débarquant en France, dans la France qui va être happée par la guerre avec l'Allemagne. Elle débarque au mois de mai 1940 dans une France qui subit les assauts des troupes allemandes, et elle se retrouve là aussi aux premières loges à Paris, aux premières loges pour voir défiler les troupes allemandes, j'allais dire, sur les Champs-Élysées. Donc c'est ainsi que les personnages se trouvent par leurs aventures projetées dans l'histoire. D'accord. Juste 2 questions avant, on voit le bandeau circuler, d'avoir la question de notre invité. Mais tu disais tout à l'heure que tu te démarquais un petit peu des autres, que ce soit par l'écriture, que ce soit par le choix du thème. Et il y a justement une question intéressante de Laurent qui nous dit: vous démarquez des autres, n'est-ce pas une façon de vous rendre unique dans votre monde et dans votre écriture? Alors attendez, j'ai pas très bien compris, me démarquer des autres Des autres auteurs, par exemple, sur la façon de vous rendre unique dans votre monde et dans votre écriture, le fait d'avoir choisi des thèmes comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, alors me rendre unique, ça serait encore une fois manquer vraiment d'humilité, mais je sais pas si je me démarque vraiment des autres par le style. J'essaie d'avoir un style très simple, accessible, parfois un peu lyrique parce que j'aime ça, mais je crois essayer, m'efforcer en tout cas d'être limpide, d'être facile à lire. Là où je me démarque, ça, j'espère y parvenir vraiment, c'est effectivement dans le choix de mes histoires. Je le disais tout à l'heure, mais c'est peut-être le moment d'y faire une allusion. Je ne sais pas si tu veux me poser ces questions-là, mais j'ai écrit un premier roman qui se passe en Afrique, où j'ai vécu aussi avant d'aller à Majorque. Et ce roman qui se passe en Afrique est très construit ou très écrit à partir d'une expérience personnelle. En fait, pour le dire en un mot, j'ai vécu au Gabon comme jeune coopérant à la fin des années 80, à l'époque où régnait le tristement célèbre Omar Bongo, qui a régné sur ce pays pendant carrément 30 ou 40 ans. Et j'ai vu de l'intérieur, enfin j'ai découvert de l'intérieur comme petit coopérant, mais comme coopérant ayant accès à des gens qui pouvaient me raconter des tas d'histoires intéressantes, j'ai vu ce que c'était ce qu'on appelle la France-Afrique.
Donc la France-Afrique, je pense que tout le monde sait que c'est ce lien de connivence souvent criminel qui lie les élites politiques françaises avec certaines élites, souvent des dictateurs africaines. Donc on se soutient, on se renvoie l'ascenseur, on achète du pétrole pas cher, mais on assure la sécurité des tyrans. Et je ne veux pas être simpliste ici, parce que les choses sont un peu plus complexes que je ne le dis en un mot, mais j'ai vu cela. Et j'ai vu des choses, j'allais dire, pires encore. Dans ce roman, je crois qu'on peut le dire, parce que c'est un élément qui apparaît assez vite dans l'intrigue, il est question de ce qu'on appelle les crimes rituels. Et ça, je suis sûr que personne, jamais en France, n'en a parlé, parce que c'est un tabou absolu. C'est un tabou absolu pour des raisons politiques, pour des raisons liées à la colonisation. Personne en France n'ose dire ce qui se passe, parce que ça se passe encore aujourd'hui, mon livre n'a absolument rien changé à cela, ce qui se passe dans certains pays d'Afrique, au Gabon en particulier, les crimes qui sont perpétrés par une élite politique et financière qui, pour s'approprier des forces magiques, recourt à une sorcellerie terrifiante, j'allais dire, et assassine souvent des enfants dans des conditions absolument épouvantables pour, je répète, s'approprier des forces. Bon, ben là, la réponse, elle est très facile à faire à la personne qui posait la question. Cette histoire, personne ne l'a jamais racontée. Je connais des journalistes qui ont tenté d'en parler en France. Ils ont eu le plus grand mal. Il y a 10 ans, Canal+, pendant 10 minutes, en a parlé, et c'est tout. Et je sais que des africanistes, des ethnologues m'ont avoué, parce qu'ils m'en ont parlé, ne pas pouvoir le faire pour des raisons de sécurité personnelle, et puis parce que c'est totalement inaudible. C'est totalement inaudible. Les gens ne veulent pas entendre cette histoire. J'ai essayé de la raconter. Voilà. Et là, je suis absolument certain que, malheureusement, je ne souhaite qu'une chose, c'est que tout le monde en parle, mais malheureusement, personne d'autre que moi n'en a jamais parlé. Donc, mon livre, de ce point de vue-là, est absolument unique. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup pour cette précision. Juste une dernière question, et après on écoute l'article. Madi Bertini qui nous demande: est-ce que votre prochain roman sera totalement inventé ou encore basé sur des faits réels? Et ensuite, on écoutera la question de l'invité. Alors, à nouveau des faits réels, parce que je reviendrai à mes amours africaines, parce que j'ai été très marqué, j'ai pas eu tellement l'occasion d'en parler. C'est normal, parler de Majorque et on parlait de la Balanguera, c'est le livre que je présente ici, mais j'étais extrêmement marqué par ce que j'ai connu en Afrique, aussi bien comme enfant, ayant grandi en partie là-bas, et puis comme jeune homme, y ayant travaillé, y ayant vécu. Et je raconterai dans un prochain roman l'histoire de la décolonisation du Cameroun, très peu connue de nos concitoyens. Cette semaine, pas plus tard que cette semaine, l'historien, est-ce que c'est André, je ne sais plus son prénom, Blanchard, en a parlé, a publié des posts sur le fait qu'une commission d'historiens franco-camerounais s'était réunie pour faire la lumière sur les conditions de cette décolonisation. Qui ressemble un peu à ce qui s'est passé en Algérie, mais c'est totalement inconnu de nos contemporains, en tout cas du côté français. Les Camerounais sont tout à fait au fait, mais du côté français, on a mis le couvercle là-dessus. Et donc, je raconterai cette histoire de décolonisation qui s'est faite, c'est une exception en Afrique, et tant mieux que ce soit l'exception, ce qui s'est fait dans des conditions sanglantes, avec une guerre civile, enfin, pas tout à fait une guerre civile, mais une guerre de décolonisation, mettant aux prises des soldats français et leurs supplétifs, comme on les appelait, c'est-à-dire des Africains venus d'autres régions qui ont maté une rébellion camerounaise dans le sang, faisant des dizaines de milliers de morts, voire peut-être même plus, peut-être des centaines de milliers de morts. On appelait ça la guerre des Bamileke. Je raconterai cette histoire, je raconterai aussi l'histoire de personnages historiques, ceux que ça intéresse pourront regarder, là aussi sur Internet, qui était Ernest Ouandié, le dernier chef rebelle du Cameroun, qui a été fusillé en 1971. Je voudrais raconter cette histoire et les conditions dans lesquelles il a été capturé et exécuté. D'accord. Voilà, à nouveau l'histoire, ma grande passion. On rappelle effectivement qu'on peut retrouver l'ensemble de ton univers donc sur tes réseaux sociaux, dont Facebook sur david.warnery. Et on l'a vu effectivement défiler tout à l'heure qu'on peut retrouver aussi l'ensemble de ton univers sur www.redactiveedition.com, où là on peut en connaître un petit peu plus sur toi et bien entendu redécouvrir ce livre La Balanguera aux éditions Redactive, puisqu'on le rappelle, on est sur le mois spécial Redactive. Plus que sur Facebook, pardon, mais sur mon site
mon site david-varnery.com. J'ai un site d'auteur sur lequel j'ai mis différentes interviews, différentes vidéos, etc., qui donnent, qui font comprendre un petit peu l'arrière-plan historique et romanesque de ces histoires, avec des illustrations, etc., pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est mon nom de famille avec un tiret et .com. Je suis assez facile à trouver sur Internet. Plus que Facebook, où finalement, je ne suis pas très présent. Très bien, bah écoute, on essaiera de trouver le lien et de diffuser avant la fin de cette émission. Ce que je te propose maintenant, c'est d'écouter la question donc, de l'invité. Donc on le rappelle pour les personnes qui nous rejoignent que ce vendredi dernier, on a reçu donc Aurélie Aderley qui est venue nous présenter son livre Malmort aux éditions Actu SF. Encore une fois, on remercie aussi cette maison d'édition pour cette belle découverte. Ce que je te propose, c'est d'écouter la question et nous écouterons ta réponse tout de suite après. Pour David. David, avez-vous parfois l'impression que vos personnages vous échappent en cours d'écriture pour suivre leur propre trajectoire ? Voilà. Oui, c'est une question intéressante. Beaucoup de romanciers disent vivre cette expérience assez étonnante, effectivement, de personnages qui prennent leur autonomie, j'allais dire, qui prennent des libertés avec l'histoire qu'on voulait leur faire raconter, etc. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit mon cas, pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire que je travaille quand même beaucoup la trame, l'intrigue en amont, et que c'est plutôt à partir de l'intrigue, je crois, que j'invente mes personnages. Donc mes personnages doivent être au service de cette intrigue, et on voit mal comment ils pourraient s'en éloigner, parce que ça remettrait en cause toute l'économie générale du livre. Donc non, mes personnages, il faut qu'ils soient bien disciplinés quand même, il faut qu'ils m'obéissent un petit peu. Alors après, ils sont une projection, forcément, une projection de ce que je suis, de mes centres d'intérêt, de mes fantasmes, de mes désirs, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas qu'ils m'échappent, mais c'est moi qui leur échappe. Enfin, c'est moi qui m'échappe en eux, je dirais plutôt. Voilà, tout simplement. C'est moi qui m'échappe en eux. C'est moi qui me livre à travers eux, sans doute, parfois peut-être à mon corps défendant, j'en sais rien. Parfois, on voudrait rester un peu plus secret, puis en réalité, on met tellement de soi dans les personnages. Alors ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. On se livre beaucoup, souvent lors d'un premier livre, et puis ensuite, on se protège davantage. Mais ça, c'est une expérience aussi que beaucoup de gens font. Se rendre compte que finalement, c'est une entreprise de mise à nu, parfois un peu douloureuse pour certains. C'est pas mon cas, mais ça peut l'être pour certains auteurs. Eh ben, en tout cas, merci à toi pour cette réponse. Et on rappelle, on le répète encore une fois, on ne le dira jamais assez, mais ce mois-ci, et je la vois sourire en coulisses, on est sur un mois spécial rédactive. Encore une fois, merci à Maëlys Père pour la réalisation aussi et qui nous permet de faire ces lives. On recevra donc vendredi prochain un autre auteur rédactif, donc qui sera André Danchézy pour son livre Comme des pianos désaccordés, toujours aux éditions rédactives. David, quelle serait ta question ? Alors, je ne connais pas André personnellement, mais j'ai eu quelques éléments d'information sur son parcours qu'il a bien voulu te livrer et que tu m'as transmis. Et j'ai découvert qu'il avait grandi dans un milieu difficile, dans un milieu qu'on pourrait dire défavorisé à Marseille. Marseille, c'est une ville que je connais bien parce que j'y ai des origines familiales. Bon, ça peu importe. Et qu'il avait suivi tout un parcours pour, d'une certaine manière, si j'ai bien compris, échapper un peu à sa classe, échapper à un certain déterminisme social. Alors ça, c'est un sujet qui m'intéresse en tant que philosophe. On connaît bien les réflexions qu'ont pu faire sur cette question quelqu'un comme Annie Ernaux ou Didier Ribon. Moi, ce sont des auteurs que j'aime beaucoup pour ce qu'ils ont pu dire sur la situation des transclasses. Et donc, la question que je lui poserais, ce serait, y a-t-il un moment où il a voulu rompre avec ses origines, en quelque sorte, qu'est-ce qui a favorisé cette émancipation ? Est-ce que c'est la rencontre avec
quelqu'un, la rencontre avec une œuvre? Est-ce que c'est la littérature en général? Est-ce que c'est un livre en particulier? Encore une fois, est-ce que c'est une personne? Enfin, est-ce qu'il y a eu un déclic? Ou bien est-ce que c'est un processus qui s'est étendu sur des années et des années? Voilà, ça, je serais assez curieux de le savoir. Eh bien, écoutez, je vous invite à écouter donc sa réponse à André Donchézy qui sera avec nous donc ce vendredi 7 février pour son livre Comme des pianos désaccordés. Ce que je te propose, c'est de faire revenir notre amie Sonia Robinard, qui est avec nous toujours, enfin Sonia tout court, comme on dit dans le jargon. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette belle heure et quart de live? Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'aime bien, c'est quand vous dites que vos personnages ne vous échappent pas, entre guillemets. On a l'impression qu'ils écoutent le prof de philo, on écoute en cours, on bouge pas d'un poil et on continue tel qu'il veut qu'on soit, en fait. Je ne sais pas s'ils sont si sages que ça, mais bon, oui, c'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu l'idée. Tout à fait. Ouais, Merci beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'accueillir notre chère Séraphine Matin. Notre chère Séraphine Matin, la psycho-chroniqueuse de l'émission. Bonsoir Séraphine. Bonsoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi aussi sur cette première heure et quart du live avant de t'écouter passer David sur le grill? J'adore quand tu dis ça. Ce que j'ai à en dire, c'est que forcément, on a beaucoup parlé de la Balanguera, on a moins parlé des Rois sauvages, qui est pas un livre. Faut pas passer à côté, quoi. Je sais que Maëlys m'en a parlé et qu'elle a vraiment adoré ce livre. Il est poignant, il est terrible, donc il faut voilà, on n'en a pas parlé assez, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour ça, mais voilà, c'était à souligner que comme tu disais, ces épisodes, ces tranches-là d'histoire que tu mets en histoire, du coup, il faut pas hésiter à aller les découvrir et les croquer. Je trouve par contre qu'on n'a pas beaucoup parlé de philosophie, parce que tu es prof de philo quand même, donc j'aimerais bien qu'on rentre en classe pour parler de tout ça. Mais avant, j'avais une question de la part de mon papa, justement, ça va faire une jolie transition, qui quel jugement philosophique tu pourrais faire sur ton livre? Quel jugement philosophique as-tu sur ton propre livre? Alors, là, pardon, je vais faire un peu le prof, mais tu m'as tendu la perche. Quand je réfléchis, quand on a l'occasion en classe de réfléchir à ce qu'est la littérature et même l'art plus largement, moi, j'ai tendance à dire, c'est pas moi qui le dis, ce sont de grands philosophes, Hegel, Bergson, etc. Je vous passe les références. Tendance à dire qu'une grande œuvre, c'est un miroir émouvant et vrai de l'âme humaine. Une grande œuvre nous offre un miroir. Proust l'a dit de manière remarquable. Bon, en lisant son livre, disait-il, mon lecteur lira sa propre histoire et non pas l'histoire du narrateur. Et j'ai pas évidemment l'ambition de lui arriver ne serait-ce qu'à la cheville, mais j'essaie d'avoir en tête cette idée que un livre ne peut captiver son lectorat qu'à partir du moment où il y a quand même de l'émotion. À partir du moment où on arrive à faire partager au lecteur des émotions qui traversent les personnages. Ce qui arrive aux personnages doit nous émouvoir. Il doit y avoir des choses qui nous inquiètent, qui nous font peur, qui nous font rire peut-être, qui nous font vibrer, etc. Donc voilà, ça c'était une première chose. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de miroir émouvant et vrai, la notion de vérité, j'y reviens. Tout à l'heure, je disais qu'il s'agissait d'approcher la vérité coûte que coûte, avec beaucoup de difficultés parfois, quand il s'agit de vérité subtile ou cachée. Mais ici, la vérité, c'est au sens où, d'abord, il y a un arrière-plan historique qui est documenté, et donc je ne triche pas avec ça, mais la vérité des émotions, la vérité des sentiments, il faut qu'on se dise que ces personnages, d'une certaine manière, nous ressemblent, en tout cas dans leurs émotions et dans leurs réactions.
on n'a peut-être pas nous-mêmes, et c'est heureux, été conduits à aller combattre dans les couloirs sombres de la cité universitaire de Madrid dans les années 30 et se faire canarder. On n'a pas connu ça, mais n'importe lequel d'entre nous, quand il assiste à un film, quand il lit une histoire, sait bien qu'il est emporté s'il considère que les émotions vécues par les personnages pourraient être les nôtres. Et voilà ce que j'essaie de faire. Alors c'est une bien grande ambition et j'essaie modestement de me fixer cette idée-là quand je prends la plume. D'accord. Parce que justement, du coup, je rebondis, c'est vrai que tu es un enfant du monde, tu as vécu dans plein de pays, l'Afrique et l'Espagne, enfin Majorque, on en a parlé, mais aussi l'Allemagne, l'Angleterre. Du coup, pourquoi tu es revenu poser tes valises à Nancy pour à Nantes, devenir... à Nantes finalement. Parce que oui, Nancy, c'est pas faux, hein, j'ai vécu à Nancy aussi. Oui, Là maintenant, j'habite à oui, Nantes voilà, depuis. c'est dans la longue liste des pays et villes que tu as Ouais, fondées. ouais. D'accord, Très donc très c'est Nancy. nomade. Mais ça fait 25 ans que je suis posé à Nantes. Oui, 25 à ans Nantes, que pardon. je vis avec ma famille ici à Nantes et très heureux d'y être. Et prof de philo alors? Pourquoi prof de philo? Oh là 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 là. Ben, d'abord, pour exercer un métier qui me permettait d'écrire, d'avoir du temps, d'être dans la culture. Enfin, il y a plein d'avantages à ce métier. En l'occurrence, déjà moi-même faire un parcours qui m'intéressait. Quand j'étais plus jeune, je voulais comprendre, je voulais découvrir, je voulais mieux comprendre le monde. Et c'est il y a deux sortes de voyages. Il y a le voyage que l'on entreprend, sac à dos, et on va découvrir le monde et rencontrer les gens. Et puis il y a un voyage plus intellectuel qu'on peut faire aussi à travers les bouquins, à travers le temps, l'histoire, à travers les grands penseurs. Donc, j'ai la chance de l'avoir fait, en tout cas un petit peu. Et ce métier me l'a permis. Et puis la deuxième chose, c'est quand même qu'on est dans l'élément où je souhaitais me situer, c'est-à-dire dans l'écriture quand même si je ne suis pas un auteur en philosophie, j'ai pas voulu l'être pour des tas de raisons, mais j'écris des cours, depuis bien longtemps, je suis à la recherche du mot juste, de l'idée vraie, de l'idée exactement énoncée. Donc, pour cette raison, j'ai choisi ce métier. J'étais parti dans une toute autre direction plus jeune, je ne me rendais pas compte de comment j'aboutirais à peut-être mon rêve d'écriture. Je n'avais pas de stratégie, j'avais pas de conseils, j'avais personne autour de moi qui écrivait ou qui ait pu me donner ces bons conseils-là. Et donc, j'ai tâtonné. Et j'ai tâtonné, je me suis retrouvé ainsi non plus nomade. Il fallait bien poser ses valises à un moment, mais je le suis toujours nomade dans ma tête parce que cette provision extraordinaire de souvenirs et d'expériences que j'ai, effectivement, est un enrichissement considérable. Là, aujourd'hui, j'ai vécu toute la journée au Cameroun parce que j'écrivais chez moi. J'étais plongé dans les années 60-70, période que je n'ai pas connue directement, j'étais trop jeune, mais à travers mes personnages, au fin fond du Cameroun, dans la forêt camerounaise. C'est génial. Alors j'ai eu la chance d'y aller aussi, mais de ne pas y rester. Donc voilà, je voyage un peu comme ça, à travers mon imaginaire. Et qu'est-ce que ça apporte du coup à tes cours? Parce que c'est forcément très enrichissant, ça doit forcément avoir une plus-value, ça apporte forcément une plus-value. Je ne sais pas, peut-être que je me sens en tout cas très légitime quand il s'agit de traiter du sujet de l'art. Bon, ça passe parfois un petit peu au-dessus de la tête de certains élèves, mais là, je sais que je sais. Disons que je parle d'expérience, ou je sais comment ça fonctionne ou comment ça pourrait fonctionner. Enfin, je le sais. En tout cas, j'ai des idées assez claires à ce sujet. Sinon, est-ce que l'auteur que je suis s'enrichit du professeur que je suis par ailleurs? Oui, un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mes préoccupations, mes réflexions à propos de la vérité, à propos de la politique se retrouvent, notamment dans la Balanguera, par exemple. Maintenant, est-ce que dans mon cours, on retrouve un peu l'auteur qui voyage dans le temps et qui fait vivre des personnages, qui fait vivre à des personnages des aventures
assez palpitante, enfin j'espère. Ça, je ne sais pas trop. Je peux difficilement raconter mes livres à mes élèves. Certains les ont découverts. C'est toujours amusant de voir leur réaction. Pardon ? Ah, c'est chouette. C'est Ouais, chouette. Tu t'intéresses voilà. du coup à ton monde, c'est chouette. Ouais. Mais bon, ce sont quand même deux univers un petit peu parallèles. Hein. Voilà, Oui. j'ai ma casquette. Oui, c'est ça. Je mélange quand même pas les genres. Hein. Voilà, tout Oui. simplement. Et moi, je me souviens du coup de mes cours de philo forcément et des notions de désir et de plaisir. Donc, je voudrais que le Ouais. prof de philo me fasse un tout petit topo sur les notions de désir et de plaisir et qu'ensuite tu fasses le parallèle justement avec le désir dont tu as parlé tout à l'heure, donc ce désir profond qui était d'être écrivain et le Ouais. plaisir réel et actuel de l'être. Comment tu expliques le philosophe et le prof de philo ces notions et comment explique l'homme ces notions qui aujourd'hui sont les siennes? Alors, Platon définissait les désirs ou expliquait le désir par le manque. Hein. On désire parce qu'on manque et on désire ce dont on manque. Et le plaisir, c'est le moment où le manque est enfin comblé, enfin satisfait. Alors, voilà, pour dire les choses de manière ultra simple, d'une certaine manière, moi, j'ai été tenu en haleine pendant des années par le désir d'enfin aboutir dans l'écriture, enfin parvenir à trouver du temps, j'allais dire jeter mon histoire sur un papier ou sur un ordinateur. Ça a été quelque chose qui m'a animé, et le désir est une source d'énergie extraordinaire, parce que je l'ai dit un petit peu en semblant dire que tout était facile quand on écrivait. C'est pas tout à fait exact. Il faut quand même ne pas se décourager, hein, parce que parfois, quand on se relit, on se dit « Oh là là, je suis loin de ce que j'aimerais atteindre, je suis loin du niveau que j'ambitionne d'atteindre un jour. » Donc, le désir vous donne l'énergie d'y retourner, de recommencer, de remettre 100 fois l'ouvrage sur le métier, comme on dit. Et ça, c'est très important. Et donc, tant que j'aurai ces histoires fortes, hein, j'en parlais tout à l'heure, en moi, je suis sûr que j'aurai ce désir d'écrire. Si un jour, toutes ces histoires ont été racontées, ont fait l'objet d'un livre qui me paraît suffisamment satisfaisant, alors peut-être qu'effectivement, je perdrai le désir. Mais pour l'instant, j'en suis loin. Justement, d'où l'importance d'avoir le sentiment d'avoir quelque chose de puissant à exprimer. C'est très important. Enfin, je crois que mon désir vient de là. Et il vient de là depuis, j'allais dire presque toujours, si ce n'était pas une expression qui ne veut pas dire grand-chose, toujours, pour moi, ça remonte à l'adolescence. Je disais tout à l'heure, à l'âge de 11-12 ans, quand ma famille a quitté peu de temps après que ma famille ait quitté l'Afrique, j'ai eu le sentiment, c'est très curieux, d'être en décalage, de vivre un certain décalage avec mes camarades d'école qui, eux, vivaient depuis toujours au même endroit, n'avaient pas eu la chance, parce que c'est une chance, de connaître certaines régions du monde où j'avais eu la chance d'aller grâce à mes parents, grâce au métier de mon père, etc. Et je sentais donc que c'était une richesse. Je sentais une richesse en moi. Voilà, j'étais dépositaire de quelque chose. J'irais même jusqu'à dire que j'étais dépositaire d'un trésor. Ça paraît vraiment pas très humble, mais ouais, je considère cette expérience, ces souvenirs que j'ai, vraiment un trésor que je chéris et dont j'essaie de faire quelque chose, dont j'essaie de faire la matière de mes romans. Voilà. Du coup, je voudrais parler à l'élève de terminale. Tu es en terminale, c'est l'heure du bac philo, et il y a deux sujets qui se présentent à toi. Tu as « Le bonheur est-il une affaire de raison ?» ou « La création artistique est-elle totalement libre ?» Lequel de ces deux sujets choisis-tu et pourquoi? Alors, les deux sont de très beaux sujets. D'ailleurs, le premier, à propos du bonheur, il n'est pas impossible que je le fasse traiter, que nous le traitions en classe. Je l'ai même d'ailleurs sans doute déjà traité avec mes élèves. La question du bonheur, hein, ça parle à tout le monde. On est absolument tous concernés. Là, pour le coup, j'allais dire, tout le monde est entraîné. Et c'est sans doute une des notions qui plaît le plus en terminale. C'est bien normal. Maintenant, je choisirais quand même celui sur l'art, hein, parce que c'est clair, c'est quand même celui où j'ai le plus de choses à exprimer. Et là, je suis vraiment à mon affaire, quoi. C'est Voilà. certain.
C'est D'accord. certain que ça serait celui-là. Ah, c'est Clairement. super. Et j'ai une dernière question avec la complicité de Maëlys. Je voudrais savoir, ta plume est fine, ta plume est précise, tu es un architecte, tu fais vraiment toute ton histoire par rapport à ton savoir et à tes tripes et à tes émotions. Mais est-ce que tu serais du coup capable, pas forcément, pas que tu en aies envie, hein, est-ce que tu te sentirais capable d'écrire une histoire un peu banale, un peu une bleuette, une romance feel good? Ouh là là, non, non, non. Ça, j'en serais absolument pas capable parce que j'ai vraiment besoin de me projeter entièrement dans mes personnages, même si, bien sûr, ce n'est pas moi, mais il y a 2 mois là-dedans et je me sentirais très mal d'être obligé de renoncer à espèce d'éléments qui me tourmentent un peu et dont je pense qu'ils font un petit peu la richesse des personnages. Donc, si je devais écrire une histoire assez plate, enfin, je serais assez malheureux, enfin, je serais peu inspiré, je sais pas très bien ce que je pourrais raconter. Mon histoire d'amour, si tu veux, elle n'existe hein, entre Diego et Maria, elle n'existe et elle ne peut se déployer que parce qu'il y a des obstacles, parce qu'elle a quelque chose de pathétique. Sinon, je crains que... Bah, je crains de ne pas avoir grand-chose à en dire. Voilà, tout simplement. D'accord, mais je te remercie et hâte de te revoir pour le prochain, vraiment. Eh bien, merci à toi, Séraphine. Merci beaucoup à tous les deux. Donc on le voit effectivement, David, tu étais avec nous pour nous parler de ce livre La Balanguera aux éditions Rédactive. On rappelle que c'est un mois 100% rédactive sur ce mois-ci. Vous évoquiez tout à l'heure le nom de Maëlys Père, qui encore une fois est la directrice de publication, Madame la Présidente aussi pour les intimes, maintenant on peut le dire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc grâce à elle, on peut faire ce mois rédactif. Donc encore une fois, merci à toi, David, d'avoir été avec nous. Et on rappelle donc que ce week-end, on recevra ce vendredi André Danchézy pour son livre Comme des pianos désaccordés, voilà, qui est un recueil de novellas. On aura l'occasion d'en savoir plus. Et en tout cas, une fois, merci à vous. Et petit commentaire de Maëlys qui dit « Ça rejoint amour et autres contrariétés, Pauline de Creuse ». Voilà, effectivement. Merci beaucoup, Maëlys. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, rien à rajouter du tout. J'ai passé un super moment et c'était très, très intéressant. Eh ben, merci à toi. Séraphine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oh bah juste, voilà, super, de toute façon, super contente de pouvoir dédier ce mois à la famille. Et donc, David, voilà, bienvenue dans la famille, même si ça fait quelques mois que tu es avec nous. Mais voilà, bienvenue dans la famille et vraiment ravie d'avoir été là pour cette première intervention du mois. Et je suis super contente voilà, qu'on ait créé une complicité aussi rapidement. Et Ouais. merci. Merci à vous trois. Hein. Merci à vous trois. Est-ce que je peux juste rajouter une chose là, justement, c'est Rédactive et Maëlys notamment, et puis d'autres, mais je ne sais plus toujours très bien qui a fait quoi. Mais il y a une petite vidéo que je trouve, moi, remarquable, qui a été faite au sujet de la Balanguera, qu'on trouve sur le site Rédactive. Alors, je ne suis pas allé vérifier, mais sous l'onglet, sans doute, de la Balanguera. Oui. Qui est sur mon site aussi d'auteur, hein, david-varnery.com. Et en quelques secondes, il y a une atmosphère, je trouve. Moi, j'aime beaucoup cette musique, ces images, etc. Cette petite vidéo qui présente le livre, sous un certain angle, bien entendu, et en voilant assez peu, somme toute, mais je trouve qu'elle donne envie d'ouvrir les... Justement, c'est heureusement que tu me relances dessus parce que tout à l'heure, elle ne voulait pas se lancer. Pour la petite anecdote, je voulais pas le dire, mais là, on me donne l'occasion. Et là, normalement, c'est bon, on peut la relancer. Le fichier s'est retéléchargé. Donc, on termine par ça. Mais je vous propose de regarder la bande-annonce de ce livre, La Balanguera, aux éditions Rédactive.
La Balanguera aux éditions rédactives de David Warnery. Justement, on rappelle que c'est Joël Vialat qui a réalisé donc cette bande-annonce. Et on terminera par cette question. Voilà, parle-nous de cette rencontre aux éditions rédactives que tu as faite, David. Parle-nous de cette équipe qui t'entoure au quotidien. Eh bien, je la remercie. Je suis désolé, effectivement, Joël, on s'est rencontrés tellement vite. Moi, j'ai le malheur, si je puis dire, d'habiter très loin de tous les autres, de toute cette formidable équipe d'auteurs. Et je vis un peu avec regret parfois de voir tous ces messages qui circulent entre vous, tous ces salons que vous organisez, toutes ces rencontres. Donc tout ça, c'est formidable. Je suis un peu loin de tout ça et donc je ne vous ai rencontrés les uns les autres. Enfin, j'ai rencontré Maëlys plusieurs fois, mais j'ai rencontré les autres qu'une fois seulement. Et donc je ne sais pas toujours attribuer clairement le mérite de cette vidéo. Donc je suis ravi qu'on sache que ce soit Joël Vialat, c'est elle qu'il faut créditer. Alors, ma rencontre avec Rédactive, elle s'est faite il y a déjà quelques années, quand j'ai contacté Maëlys. Il se trouve que tout à fait par hasard, quelqu'un m'avait dit, il y a une éditrice, c'est quelqu'un de proche, un membre de ma famille, qui me parlait de cette éditrice qu'elle avait rencontrée, qui avait eu des mots très justes à propos de quelqu'un qu'elle connaissait, et ça l'avait touchée. Et j'ai contacté Maëlys. Je crois que le contact est bien passé entre nous. Voilà, il y a eu le travail classique entre un auteur et son éditeur, son éditrice, de relecture, d'aller-retour divers et variés. Tout ça a pris du temps, mais ça prend toujours beaucoup de temps, c'est normal. Dans ce métier, il faut faire les choses bien, et donc il faut les prendre suffisamment en amont. Et voilà, le livre est paru, j'en ai été ravi, ému. Et voilà, il essaie de vivre. Alors malgré la distance que je regrette parfois, avec tout ce que vous organisez dans le Sud, tous ces salons, toutes ces rencontres. J'en ai fait quelques-unes, j'en ai vécu quelques-unes ici dans la région nantaise, mais c'est moins facile quand on est un petit peu isolé que quand on est toute une équipe très soudée comme vous l'êtes, comme les rédactives et son pool d'auteurs. Merci en tout cas, beaucoup. je veux juste dire que si jamais vous avez une prochaine date sur Nantes, vous me le dites, parce que je suis à côté de Rennes, donc je fais le déplacement. Oui. Ah bon. D'accord. C'est bon à savoir, ça. D'accord. Voilà. Je suis pas seul, il y a plus au nord que moi, hein, sous un climat encore plus vieux, mais non, c'est bon à savoir. Et bon, en tout cas, merci beaucoup. On l'a vu circuler tout à l'heure, on peut retrouver l'ensemble de ton univers, David, sur le site de Rédactive en ce qui concerne La Balanguera aux éditions Rédactive. Et bien entendu, ton site internet, on l'a vu encore une fois, et on va le remettre aussi, donc www.david-warnery.com, où là, on peut retrouver vraiment l'ensemble de ton univers livresse, dont Les Rois Sauvages. J'ai vu la question passer tout à l'heure, si on pouvait se procurer quelque part la question Les Rois Sauvages, le livre, pardon, Les Rois Sauvages, on peut le trouver sur ton site internet également. On peut le trouver sur mon site internet, et en fait, pour être tout à fait clair, il faut se rendre aussi sur le site de Librinova, la société Librinova. Et puis, bon, alors là, je vais faire des ennemis, mais bon, tout le monde sait que ça existe. Et évidemment sur Amazon, il est toujours sur Amazon, et la Fnac aussi peut-être, mais malheureusement, c'est heureux pour nous les auteurs, c'est moins heureux pour les libraires. Mais il y a ces sites qui permettent de faire vivre des livres comme ça qui sont sortis il y a déjà un moment. Voilà, oui, on peut le retrouver, il faut le retrouver. Bien sûr, allez-y, précipitez-vous. C'est facile à trouver, on tape mon nom, on tape le titre et on aboutit forcément, je dirais, soit sur Librinova, soit sur Amazon, comme je le disais. Je pense que la Fnac l'a encore aussi peut-être, mais ça je suis plus très sûr, je n'ai pas vérifié. Voilà, tant que chacun trouve son bonheur, c'est l'essentiel. Les lecteurs, c'est ce qu'ils cherchent, en tout cas, de pouvoir trouver des livres. Donc encore une fois, grâce aux éditeurs, grâce aux libraires et grâce aux auteurs et aux lecteurs comme Sonia, la boucle est bouclée, en tout cas, et ça nous permet de faire de très belles émissions comme ce soir. Et encore une fois, merci à toi, David, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce livre, La Balanguera, aux éditions Rédactive. Voilà. Et je rappelle effectivement que toutes les émissions, on peut les retrouver en rediffusion donc sur ma page YouTube, et que dès ce vendredi, on recevra un autre auteur rédactif, André Danchézy. Voilà. Danchézy, pardon, excusez-moi, mais je crois que c'est pas la première fois que je le dis. C'est pas grave, promis, le vendredi, je le dirai bien.
Voilà. Bah écoutez, bah merci à vous. Bonne soirée. Lisez des livres. David, je te laisse le mot de la fin. C'est toi qui clôture. Voilà, je te laisse terminer. Eh ben, écoutez, j'ai été très heureux de participer à cette émission. J'espère avoir répondu à toutes les questions que les gens pouvaient se poser. Je suis toujours disponible pour échanger. N'hésitez pas à me contacter s'il le faut, si vous le voulez, à travers mon site. Je devrais en être avisé et pouvoir répondre à vos questions et nouer un lien avec les lecteurs et lectrices qui le souhaitent. Eh ben, merci à vous tous en tout cas. Merci infiniment Florian, mais surtout merci à toi Maëlys et surtout encore une fois merci David, merci Séraphine, merci Sonia. Et on a une pensée ce soir aussi pour Marie qui ne pouvait pas être avec nous ce soir mais qui nous a encore fait un très bel extrait. Gros bisous à tous, lisez des livres, suivez-nous sur les réseaux sociaux et on se retrouve donc dès vendredi. Bisous à tous, ciao ciao. À vendredi.